Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais particulière. Ce podcast évoluera dans le temps, à la fois pour s'adapter à mes nouvelles envies comme aux nouvelles pratiques ou pour compléter ou mettre à jour des données déjà transmises. Dans un souci pratique, ce podcast est en français. Je m'appuie énormément sur ce qui se fait en France et sur la législation française. Toutefois, je ferai en sorte de vous transmettre des pratiques nativement universelles, car pleines de bon sens et de pragmatisme. Je vous partage mes connaissances et mes expériences pour vous permettre d'évoluer plus sereinement, tout en permettant à des talents et des belles histoires d'exister. Ensemble, permettons à ces talents et à ces histoires d'émerger, tout en contribuant à une économie plus saine et bienveillante. Ensemble, construisons la production de demain. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais tenter de vous apporter la lumière sur le plus grand des mystères de la production et de vous répondre à une question encore une fois très simple. C'est quoi produire? C'est quoi une productrice? En quoi consiste finalement le travail d'une productrice ou d'un producteur indépendant? Alors pour cet épisode, pour le construire et que ce soit le plus clair possible pour vous, dans un premier temps, je vais vous parler du fantasme autour de ce métier, qui est particulier et très ancré dans les esprits. Pourquoi ce fantasme existe? Pourquoi cette vision rêvée persiste et résiste à toute tentative de démantèlement? Et malheureusement, je pense que ce fantasme existera encore, même après ce podcast. Ensuite, je vais vous parler de la réalité du métier de productrice indépendante. Et enfin, je vous partagerai une petite anecdote assez sympa qui illustre très bien à quel point c'est un métier que pratiquement personne ne comprend vraiment en fait. Pas même des personnes impliquées, travaillant dans l'industrie depuis plusieurs années. Je précise aussi que le terme de productrice a encore beaucoup de mal à faire sa place. Mais je vous rassure tout de suite, il y a des productrices, elles existent vraiment. Et il y a aussi des productrices noires et d'autres couleurs, et pas qu'une. Si, je vous assure, il suffit de chercher, elles existent. Allez, c'est parti! Donc le fantasme du métier de productrice, le fantasme de la productrice. Le métier de productrice est un métier qui intrigue sans doute parce qu'une productrice est souvent en vadrouille à l'extérieur, parfois loin, parfois un peu moins loin, et cela rend difficile la compréhension de son métier. Tous ces déplacements nourrissent le mystère. Est-elle testeuse d'hôtel, peut-être espionne pour le guide Michelin, agent secret? En tout cas, on ne comprend pas bien les raisons de tous ces déplacements et d'une certaine manière, toutes ces heures de transport et de voyage, ça fait rêver. C'est aussi un métier où on déjeune beaucoup, on prend des cafés à l'extérieur, beaucoup, des verres, des apéros, souvent. La productrice est souvent invitée à des avant-premières dans des cinémas ou des grandes salles avec beaucoup de monde dedans. Parfois, c'est même elle qui organise ces événements-là. Enfin, la productrice monte des marches. Mais pas n'importe lesquelles. Elle sait les choisir. Qu'elles soient rouges ou pas, ce sont des marches prestigieuses et sous les feux des projecteurs. L'occasion pour la productrice de sortir sa tenue de lumière. Et même à Noël, tu n'as pas ce niveau de prestance, ma chérie. Mises bout à bout, toutes ces habitudes de travail nourrissent le fantasme. En résumé fantasmagorique, voici ce qu'est une productrice. Donc la productrice, c'est une femme puissante disposant d'une fortune colossale dont elle ne sait pas quoi faire et qui a décidé de financer des films pour son plaisir personnel de monter des marches lors des cérémonies. Bravo, yeah. Superbe! Ça vous paraît absurde comme définition? Pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, je vous l'assure, ça se voit au fond des cieux quand on pense, que ce soit inconsciemment,
consciemment dans la 3e ou la 5e dimension, un petit peu de tout ça, mais au fond des yeux, souvent cette définition existe vraiment. On pense aussi, d'une certaine manière, que la productrice produit parce qu'elle a beaucoup d'argent, mais qu'elle ne sait pas écrire ou réaliser des films, et que donc, à défaut, elle décide de les produire. Malheureusement, trop rares sont les productrices disposant d'une planche à billets, de boules de cristal ou encore d'une licorne. Parce que je trouve que le comble de la classe d'une productrice, ce serait de se déplacer en licorne dans les rues de Paris. Ah oui, parce que la productrice est parisienne, de base. En dehors de Paris, et même dans certaines banlieues d'Île-de-France, on estime que le niveau de la productrice n'est plus le même. La qualité n'est plus là, elle se perd. Et c'est terrible. Ça vous paraît encore une fois absurde ? Pourtant c'est dit, souvent. Pas par moi, je vous rassure, mais c'est dit, et pas par n'importe qui, et c'est ça qui est gênant. Donc ce qui est dit, ce qui est pensé, et ce qu'on croit encore assez fermement, c'est qu'en dehors de Paris, on ne sait pas produire. Ce qui explique beaucoup de décisions de soutien, ou non, à certaines productions. Je vous laisse méditer là-dessus quelques secondes. Évidemment, c'est faux. Et c'est un discours complètement toxique mais qui persiste. Vous l'aurez compris, le métier de productrice est un métier parasité par de puissants fantasmes qui, à mon sens, desservent vraiment cette industrie et le métier. Non seulement ces fantasmes font beaucoup de mal à l'image de la production, mais en plus cela permet finalement aux intrus de trouver des places bien au chaud. Comme les images et les références du quotidien d'une société, d'une production indépendante, principalement, sont rares, voire pratiquement inexistantes, chacun s'accroche à d'autres repères réels ou fictionnés. C'est pourquoi quand on vous parle du métier de productrice, vous avez certainement déjà en tête votre propre définition, vos propres images de ce que ça représente. On connaît tous les images de Cannes, des Oscars, des BAFTA, des Césars, bref, des images de toutes ces remises de prix qui nous font rêver et qui sont là pour ça, pour vendre du rêve. Après tout, c'est le deuxième nom de l'industrie du rêve. Et c'est assez juste quand on y réfléchit. Puisque quand on y pense vraiment, produire un film, par exemple, c'est comment trouver les moyens pour permettre à une histoire de prendre vie sur un écran et de faire vivre une expérience narrative émotionnelle et sensorielle unique et forte au public pour lui laisser un impact. Ce qui est assez proche en fait des sensations qu'on peut éprouver quand on rêve. Et donc, à ce titre, l'image magique de l'industrie du rêve est tout à fait appropriée à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Car aujourd'hui, les séries, voire même certains téléfilms, sont tout à fait au niveau qualitatif du cinéma. Et donc, par conséquent, le métier de productrice subit une particularité toute personnelle. Chacun ou chacune dit savoir ce qu'est le métier de la productrice et chacun a son avis très tranché sur qui sont ces gens qui portent le titre de productrice ou de producteur. En somme, tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'explique vraiment en quoi ça consiste. Ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, encore une fois, avec ce podcast. Je suis certaine qu'au fond, vous avez votre petite définition à vous. Allez, avouez-le. Pour cela, je ne vais pas lister tous les clichés ici, mais je vais par contre vous expliquer la réalité concrète d'une productrice indépendante. Vous aurez aussi l'explication de la différence entre productrice indépendante et productrice dépendante. Mais à quoi, me direz-vous ? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Alors, c'est quoi concrètement être productrice ? Je vais vous faire une présentation de la réalité du métier de productrice autour de 4 points principaux. Accrochez-vous, ça va être très technique, mais c'est pour vous que je fais ça. 1. La responsabilité de la productrice. 2. Le travail préparatoire. 3. La période de recherche de financement. Et 4. La rémunération. Enfin, je vous ferai un résumé pratique sur le métier de la productrice. On y va. Avec 1. La responsabilité de la productrice. La productrice est la responsable artistique, technique, financière et juridique de l'œuvre. La productrice peut être présente dès l'écriture, initier des projets et accompagner les projets jusqu'à la diffusion et la mise en circulation, en passant par toutes les étapes de développement et de production du projet, du film ou de la série. Ainsi, la productrice veille à la faisabilité du film en amont et à sa visibilité en aval. Elle a plusieurs obligations pour cela. Donc, être garante de bonne fin du film vis-à-vis de l'ensemble des partenaires et financeurs qu'elle va mobiliser,
La productrice détermine la composition de l'équipe technique et artistique en étroite collaboration avec la réalisatrice, selon les besoins de cette dernière et les contraintes financières et techniques propres au projet. La productrice détermine et valide d'un commun accord avec la réalisatrice et les auteurs ou l'auteur les éléments finaux nécessaires à chaque étape de production. Donc ça va de l'écriture, de la Bible, des éléments, des scénarios, les éléments de préparation, comme par exemple les planches de recherche pour les décors, les costumes, les effets spéciaux ou visuels, des mises en scène qui peuvent parfois demander des storyboards pour des scènes à enjeux techniques, les découpages techniques, les plans de travaux, la dernière version du montage image ou son. Enfin, la productrice va faire son possible pour trouver les moyens nécessaires à la mise en fabrication et à la diffusion de l'œuvre. Ainsi, l'établissement de la version définitive du film doit obligatoirement se faire d'un commun accord entre la productrice et l'auteur-réalisatrice. Attention, définition très technique. L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre d'une part la réalisatrice ou éventuellement les co-auteurs et d'autre part la productrice. Ça ne sort pas de mon chapeau, ça vient tout droit du Code de la propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle. Ça claque. 2. Le travail préparatoire. Rappelons que la rencontre entre une productrice et une réalisatrice autour d'un projet peut se faire à différents stades d'avancement de celui-ci. Depuis la simple idée à une forme plus aboutie de scénario ou de traitement, voire parfois après le tournage. La productrice accompagne le ou les auteurs du film lors de cette étape de création et peut, le cas échéant, guider ces auteurs à participer à certaines démarches, comme des aides à l'écriture, des recherches de résidence ou de co-auteurs, ou même des consultations sur le scénario pour l'améliorer. La production d'une œuvre audiovisuelle s'inscrit dans la durée. Il faut le financer, le fabriquer, le diffuser et l'accompagner ensuite dans la circulation, que ce soit à travers des festivals ou de la diffusion. La durée moyenne de tout ce processus peut être de plusieurs années avant la finalisation et le début de rentabilisation du projet. Par conséquent, il est nécessaire de se poser les bonnes questions dès le début. Pour poser les bases d'une relation saine, la réalisatrice et la productrice doivent être précises sur le film qu'elles souhaitent faire en commun. Et pour quelles raisons ? Il est nécessaire que la productrice et la réalisatrice se choisissent mutuellement par rapport à un projet et à une manière de le mener à bien. Une bonne relation entre la production et la réalisation passe par un dialogue régulier qui permet de nouer une relation de confiance et de transparence. C'est également par ce dialogue que la réalisatrice et la productrice feront les meilleurs choix et iront dans le sens de l'œuvre objective de leur collaboration. Ces échanges permettront de clarifier le rôle et la responsabilité de chacune. Enfin, la relation d'un auteur et d'une productrice peut avoir vocation à s'inscrire dans la durée et au-delà du premier film, afin de permettre la mise en place d'un parcours commun, ce qui est souvent très enrichissant. 3. La période de recherche de financement. C'est la période pendant laquelle, sur la base d'un dossier artistique complet, donc qui inclut souvent un synopsis, un scénario ou un traitement développé, une note d'intention, une note de production, des notes de coproduction, un storyboard partiel, des recherches graphiques pour les films d'animation ou tout autre élément artistique pertinent pour le dossier. Ne vous inquiétez pas, je ferai un épisode spécial là-dessus pour comprendre ce qui est nécessaire à la constitution d'un dossier. Donc, je disais, sur la base d'un dossier fourni par l'auteur-réalisatrice et auquel la productrice collabore pour ses parties, la productrice va partir en recherche de financement pour pouvoir mettre en place la production de l'œuvre. La productrice établit la stratégie de financement et accompagne dans ce cadre l'écriture des différents éléments du dossier. Ces notes, du côté productrice ou auteur et réalisatrice, peuvent être travaillées de concert pour refléter une vision commune du projet. Je vous invite vivement à faire comme ça, c'est-à-dire à travailler ensemble pour garder une cohérence et que chaque partie parle finalement du même film. Chaque projet suit un processus de financement différent compte tenu de sa spécificité. Pour information et pour des références typiquement françaises, mais que d'autres pays appliquent quand même, les principaux financeurs du cinéma sont encore à ce jour le CNC, les chaînes de télévision et les collectivités territoriales, même si tout cela est en train de bouger. Mais pour le moment, notez bien qu'en France, et que dans beaucoup d'autres pays aussi, le cinéma est financé en grande majorité par la télévision. C'est important à comprendre.
libre à la productrice de suivre ce schéma classique, mais après échec de dépôt à ces différents guichets, la productrice reste libre soit d'abandonner le projet pour défaut de financement, soit d'imaginer d'autres solutions qui peuvent prendre tout autant de temps de développement que les premiers dépôts réalisés. À ce stade, vous pouvez déjà constater que la productrice travaille quand même pas mal. Oui, une productrice travaille beaucoup même. 4. La rémunération, l'un des plus grands mystères. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. La société de production prévoit généralement 2 types de rémunération pour la productrice qui sont prévus dans le cadre des devis des films et systématiquement prévus dans le coût du film, selon une logique de valorisation comptable. Mais ces sommes ne sont pas systématiquement perçues, car cela peut être de la valorisation pure. La valorisation, c'est une façon de justifier des dépenses sur un projet en valorisant monétairement, donc en donnant une valeur monétaire, au temps de travail de la productrice sur un projet. Puisque lorsque vous produisez, surtout de façon indépendante, vous ne pouvez pas vous rémunérer au temps réel ou à l'investissement réel de travail sur le projet. Une partie est très souvent bénévole et c'est la fameuse prise de risque en fait. Mais on peut la valoriser. Ces rémunérations de la productrice donc sont possibles de deux façons différentes. Un, dans les frais généraux, ce qui correspond à l'ensemble des charges de fonctionnement de l'entreprise de production. Le salaire de la production peut entrer là-dedans. Quand la productrice est dépendante, c'est-à-dire qu'elle est rémunérée par un salaire souvent sous forme de CDD ou de CDI, généralement sous le régime général, c'est un peu moche, hein, généralement sous le régime général, mais c'est comme ça que je l'ai dit. 2, ça peut être aussi en forme de salaire productrice, ce qui correspond au travail de la productrice déléguée, étant précisé que les modalités de rémunération de la productrice peuvent varier selon les accords de fonctionnement avec la société de production. Donc vous voyez que la rémunération de la production indépendante se fait toujours d'un commun accord entre la productrice indépendante, donc la personne, je dirais, physique, l'individu, et la société de production, la personne morale, sur comment la productrice va se rémunérer sur chacun des projets qu'elle produit. À titre informatif, en France, le CNC prévoit les frais généraux à une hauteur moyenne de 10% du coût du film, donc c'est le coût de fabrication du film. Et le salaire productrice à une hauteur de 5% hors charge, toujours sur le coût du film. On en vient au résumé. Donc en résumé, la productrice s'implique généralement très tôt sur les projets et a pour principale mission de trouver la meilleure stratégie de recherche de financement et de moyens pour fabriquer le projet et le mettre en circulation. Et c'est pour ces raisons qu'elle voyage beaucoup, se déplace beaucoup, car souvent les partenaires recherchés sont soit en mouvement, soit loin tout simplement, soit accessibles à des événements précis, souvent lors de festivals ou même de cérémonies de remise de prix. Pour ce faire, elle va faire des recherches sur tous les dépôts accessibles au projet, tous les partenaires pertinents pour le projet, et ainsi élaborer un calendrier correspondant. C'est un véritable travail de fourmi qui demande de constamment se mettre à jour à la fois sur les calendriers, les dates de dépôt, mais surtout sur les besoins des financeurs et aussi de ce qu'ils font. Donc savoir ce que font les diffuseurs, les chaînes de télévision, les distributeurs et les plateformes, par exemple, pour comprendre ce qu'ils recherchent. Et de connaître aussi les décideurs, c'est-à-dire les personnes derrière, car les noms peuvent parfois changer très rapidement, tout en trouvant les bons contacts et en plus en préparant les dossiers en conséquence. Préparer les dossiers de dépôt et de recherche de financement prend un véritable temps. C'est un vrai travail et souvent un travail très administratif qui demande une rigueur et une vraie organisation. En plus de les faire, il faut gérer le calendrier qui correspond. Beaucoup de producteurs délèguent tout ce travail, mais quand vous vous lancez, prenez conscience que vous devrez y passer et aussi que la délégation n'enlève rien à votre responsabilité légale sur le projet. Ensuite, il faut envoyer ces dossiers et cela représente encore une fois beaucoup de temps et aussi un coût non négligeable. Les envois de dossiers, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'impression, ça coûte des frais postaux. Préparer ces discours, ensuite on va préparer ces discours pour vendre le projet dans n'importe quelle situation. C'est le fameux pitch. Tout cela, mis bout à bout, représente un vrai travail qui demande certes de la passion, mais aussi beaucoup de rigueur et d'organisation pour tenir. Car en plus de ce travail-là, la productrice sait qu'elle va se prendre énormément de refus, de rejets. Et malgré cela, il faut constamment trouver l'énergie, l'envie, l'engouement pour repartir sur le même projet, trouver de nouvelles solutions et les appliquer. Voilà, je crois que j'ai donné quand même pas mal de précisions sur la réalité du travail de la productrice. C'est un métier passionnant, très prenant et terriblement exigeant.
Malgré tout, si ça vous tente, lancez-vous. Rien ne vaut l'expérience, mieux vaut le vivre pour bien comprendre la réalité du métier de productrice indépendante. Et maintenant, place à ma petite anecdote pour rigoler. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Alors attention, je tiens à préciser que c'est peut-être une blague de productrice, je vous préviens. Mais j'en parle, vous allez comprendre du coup pourquoi c'est un métier qu'on ne comprend toujours pas. Tout commence par un rendez-vous professionnel qui se fera lors d'un déjeuner sur Paris, évidemment. Situation très classique pour une productrice ou un producteur. Lors de ce déjeuner, je revois un contact charmant, un potentiel partenaire de fabrication pour plusieurs de mes projets, qui travaille très bien et avec qui j'ai envie de travailler. Que ce soit un partenaire potentiel en captation ou en post-production, peu importe. Retenez simplement qu'il s'agit là d'un partenaire potentiel très bien implanté dans l'industrie depuis plusieurs décennies et avec qui j'ai envie de travailler tout simplement. Nous discutons tout de suite d'un projet qu'il m'avait déjà transmis et que j'avais refusé de prendre poliment, donc que j'avais refusé de produire. J'avais déjà refusé ce projet pour des raisons qui me sont propres et j'ai bien constaté que c'était un projet qui lui tenait à cœur. C'était un projet important pour lui, mais je ne me voyais pas le produire. C'est tout. Petite parenthèse, dans ce cas-là, n'insistez pas et rencontrez d'autres sociétés de production, d'autres producteurs, d'autres productrices. Vous trouverez certainement la personnalité qui correspond le mieux à votre projet, à l'identité de votre projet. Si c'est non, voilà tout. Ce n'est pas que le projet n'est pas bon, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne personne. Par contre, c'est toujours intéressant d'avoir des retours si vous pouvez en avoir pour améliorer votre projet. Personnellement, en tant qu'indépendante, j'ai besoin d'un carburant indispensable, la foi. J'ai besoin d'être la première à croire dur comme fer au projet, à vouloir le voir en premier. Je suis la première fan. Pourquoi ? Parce que généralement, sur les 3/4 de la phase de développement, je ne peux pas me rémunérer. Je dois donc tenir jusqu'au financement propre à la production pour pouvoir en toucher une partie. Et c'est là ma prise de risque et mon investissement, dont je vous ai parlé dans l'épisode 1. Contrairement à une productrice dépendante, qui est dépendante de son salaire en fait, et c'est très pratique, cette productrice va produire à la fois des projets qu'elle choisit, certes, mais aussi des projets qu'on va lui soumettre avec le même engagement, puisque c'est en accord avec les obligations qu'elle a en tant que salariée. Cela dépend évidemment du type de contrat et d'accord que cette productrice va signer avec la société de production. Mais la prise de risque n'est pas tout à fait la même, puisque la productrice dépendante a un salaire dès le départ. C'est clair, je crois. Donc indépendante, pas de salaire tout de suite, dépendante, salaire dès le départ. Revenons à ma petite histoire. Ce charmant contact tente encore une fois de me convaincre de la valeur exceptionnelle de son projet pour que je le produise. Ce à quoi je lui réponds encore une fois très clairement et calmement que le projet ne me séduit pas assez pour que je puisse le prendre à ma charge en tant que productrice. Et je l'invite à le produire lui-même ou à trouver une autre société de production. C'est à ce moment-là que la maladresse s'expose en pleine lumière, un moment magique. Le plat pas encore servi. Tout un désespoir pour moi. Le déjeuner allait être un petit peu long. Il me dit alors, d'un ton légèrement moins sympathique, « Mais je n'ai pas le temps !» Ce à quoi je réponds avec ironie mais en douceur quand même, « Parce que moi je l'ai !» Je demande parce que visiblement, oui, moi j'ai du temps à profusion, je ne sais plus quoi en faire d'ailleurs. C'est un autre cliché très étrange du métier de productrice, d'avoir un temps comme ça extensible. Et là il me répond, très sec cette fois-ci, « Mais t'es productrice toi, pas moi !» Et là, c'est là que vous voyez que le bas blesse en fait. Donc, la productrice dispose d'un temps conséquent, énorme, et visiblement elle ne peut pas refuser de projet, puisqu'elle a du temps, elle. Avec le temps, on apprend à ne pas réagir à tous ces non-dits, qui sont des jugements pas très sympathiques quand même. Je décide alors de répondre par l'exemple en me disant que ça va peut-être le calmer. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc très calmement, je lui explique que pendant presque 10 ans, je produisais en parallèle d'un emploi plus alimentaire, mais toujours en lien avec l'industrie, puisque j'étais majoritairement directrice de production le jour, et la nuit, je produisais. C'est-à-dire que je produisais le soir, les week-ends, pendant mes congés, bref, quand j'avais le temps, parce que je voulais produire les projets que je portais à l'époque tout simplement, et que je savais que je voulais être productrice. Allez, répétez avec moi. Non, c'est non. Finalement, ce monsieur, s'il veut vraiment produire son projet, le temps, il faut qu'il le trouve, et il peut tout à fait le trouver. Et là, ça a piqué en fait cette personne qui est devenue encore plus sec pour me demander très brutalement « Ok, alors, je fais quoi ? C'est quoi produire ?» Voilà. Mon anecdote, je l'arrête là parce que c'est juste extraordinaire. Donc,
Je tiens à préciser que cette personne pourrait être mon père, déjà. Il doit avoir le double d'années d'expérience et de carrière dans l'industrie par rapport à moi. Il côtoie régulièrement des grandes productrices, des grands producteurs, et malgré tout, il ne sait pas ce que c'est que produire. Et il me pose la question à moi, et j'ai trouvé ça juste génial. Alors évidemment, j'ai répondu. Je suis restée quand même assez correcte et polie parce que je comprends cette maladresse. Mais j'ai quand même trouvé ça assez magique et très révélateur de la méconnaissance qu'on a sur le métier. Donc je lui réponds dans les grandes lignes, mais je suis ravie finalement d'avoir fait cet épisode, ce podcast, qui lui permettra certainement d'aller plus loin et d'y voir encore plus clair sur ce que c'est que de produire. Je voulais vous raconter cette anecdote parce que je trouve qu'elle est très révélatrice du mépris et de la méconnaissance qui existe du métier de productrice. Pour revenir sur les refus de projet, encore un conseil, n'insistez pas. Si une productrice ou un producteur ne veut pas vous produire, rencontrez-en d'autres. On peut tout à fait refuser de produire des projets pour plein de raisons différentes. Par exemple, parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est une vraie réalité. Ce n'est pas parce qu'on est patient, calme, à l'écoute, qu'on trouve le temps de nous écouter, surtout. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a du temps à volonté pour produire autant de projets qu'on nous en amène. C'est simplement qu'on est organisé et professionnel et qu'on essaie quand même de rester à l'écoute des nouveaux talents qu'on peut rencontrer. Enfin, ça peut être par exemple aussi parce qu'on n'en a pas envie, tout simplement. Souvent, on reste très élégant avec des phrases types, donc maintenant vous allez les avoir, mais c'est des phrases polies quand même, que ce n'est pas mon genre, je ne suis pas le public, je ne suis pas rentrée dans ton univers, qui sont souvent à prendre quand même au premier degré. Et puis, finalement, tout comme chacun, on est humain et on peut tout simplement ne pas aimer le projet. Ça ne veut pas dire que le projet ne mérite pas d'exister, mais qu'on n'est clairement pas la bonne production pour ça. Imaginez, ce serait quand même dommage de vous faire produire par une personne à qui vous auriez forcé la main. C'est quand même beaucoup plus enthousiasmant, productif, constructif de travailler avec des personnes qui croient autant au projet que vous-même. Pour grandir, pour avancer, je vous invite vraiment à choisir un producteur, une productrice, une société de production qui croit en votre projet autant que vous. En conclusion, le métier de productrice est un métier très prenant et qui nécessite d'avoir des talents variés, une sensibilité tout autant artistique qu'administrative et financière et humaine. Être productrice, c'est être à la fois le chef d'orchestre de tout ce qui sera mobilisé pour la réalisation du projet et à la fois lui permettre de le créer, de mettre en action le plan d'attaque adapté à chaque projet pour réussir à le faire financer puis fabriquer. Tout en ayant la force et l'imagination de réadapter, de réinventer de nouveaux plans autant de fois que nécessaire jusqu'à l'objectif final, la réalisation, la mise en circulation du projet. Voilà, je pense que c'est un épisode mine de rien assez riche. J'espère qu'il a répondu à vos questions et que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que c'est que la réalité d'une productrice, quel travail elle fait en fait. Comme à chaque fois, vous trouverez le lien pour télécharger le résumé dans la description du podcast. Continuez de vous instruire, croyez en vous et je vous dis à bientôt. Merci.